Une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Parole de femme. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles sont entrepreneuses, artistes, altruistes, courageuses, têtues, ambitieuses, passionnées. Elles se confient en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de femme. Elisabeth Moreno. Quand on regarde votre parcours, on ne sait plus où donner de la tête. Franco-capverdienne, vous arrivez en France à l'âge de 6 ans. Vous y ferez des études de droit avant de débuter votre carrière dans un cabinet juridique. Finalement, changement de cap, vous montez votre entreprise dans le bâtiment avant de vous lancer dans la tech, au sein de grosses entreprises comme France Télécom, Dell, HP où vous ne serez rien de moins que la directrice générale pour l'Afrique, ou encore Lenovo où vous serez PDG France. Mais en réalité, c'est pour votre poste de ministre délégué à l'égalité homme-femme, à la diversité et à l'égalité des chances que vous êtes connu du grand public. En revanche, ce que l'on sait moins, c'est qu'en parallèle de ce CV bien rempli, il y a une vraie motivation solidaire ancrée en vous qui s'exprime via votre association La Puissance du Lien et une autre association, Femmes Numériques, dont vous êtes aujourd'hui la présidente. Un engagement féministe et inclusif chevillé au corps qui vous vaut les titres de chevalier de la Légion d'honneur et commandeur de l'Ordre national du Lion du Sénégal. Entrepreneur, manager, cadre dirigeante, businesswoman, juge consulaire ou encore ministre, pour une femme qui ne part de rien et qui s'est faite seule, chapeau bas. Elisabeth, bonjour. Bonjour Clémence de Bernis. D'abord, je suis ravie d'être avec vous pour cette conversation de femme à femme. Quand j'entends les gens parler de mon parcours, ça me renvoie finalement au démarrage de ma vie. Et à chaque fois, je me dis, on ne choisit pas la manière dont notre vie commence, mais on peut choisir la manière dont on la mène. D'ailleurs, vous ne quittez pas le Cap-Vert par choix, mais pour une raison imprévisible. C'est vrai que mes parents n'avaient pas prévu de quitter le Cap-Vert. Nous sommes une famille modeste, mais nous sommes une famille qui accepte sa condition. Nous avons la chance de vivre dans un très beau pays, même si c'est un pays pauvre. Et je pense que nous y serions restés si ça n'avait été cet accident qui a failli coûter la vie de ma petite sœur. Et parce que elle est brûlée à un point où elle a failli mourir. Et puis le Cap-Vert, à ce moment-là, n'a pas les infrastructures médicales pour pouvoir la soigner. Le Cap-Vert était encore une colonie portugaise à ce moment-là. Et donc, nous sommes envoyés au Portugal. Et je dis nous sommes envoyés parce que vous avez l'impression que votre vie vous échappe quand ce genre de choses arrive. En plus, mon père n'était pas au Cap-Vert à ce moment-là. Donc, ma mère se retrouve avec ma petite sœur brûlée et moi. Vous savez, ce moment où vous marchez sur des œufs parce que vous avez l'impression que le fil de la vie peut se rompre d'un instant à l'autre. Et je crois que je suis devenue adulte à ce moment-là. Parce qu'en vérité, j'ai compris que quelque chose de terrible nous arrivait et que notre destin nous échappait un peu. Nous arrivons au Portugal. Le Portugal n'était alors pas encore le Portugal qu'on connaît aujourd'hui. Et ils n'ont pas su soigner Marie. Et donc, ils avaient un partenariat avec l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Et c'est comme ça que nous arrivons en France avec beaucoup de douleur, beaucoup de tristesse parce que vous êtes déracinés. Et aussi beaucoup d'espoir parce que nous espérions que ma petite sœur serait soignée grâce à cela. Donc voilà le démarrage de ma vie. Et est-ce que c'est cette épreuve qui vous a donné cette rage de réussir ? Je ne sais pas si j'ai la rage de réussir, mais j'ai envie de réussir. L'adversité plombe certaines personnes. Moi, elle m'a donné conscience de la préciosité de la vie. Tant qu'on est en vie, on peut faire des choses. Et donc quand je me lève le matin, si je respire, si mon homme respire, si mes enfants respirent, si les gens que j'aime vont bien, je vais bien et je trouve que le monde est à conquérir. Vous dites souvent que vous cochiez toutes les cases de l'impossibilité. Femme, noire, fille d'immigrés, issue d'une famille modeste de parents profondément intelligents, mais qui n'ont pas eu la chance d'apprendre à lire et à écrire. Vous êtes une petite fille en qui personne n'a voulu croire au démarrage de votre vie. Vous insistez pour passer un bac littéraire plutôt qu'un CAP, et vous faites une fac de droit. D'où vous vient cette niaque ? Ma niaque vient de cette volonté inexplicable que j'ai de sauver le monde. J'ai envie, le jour où je partirai, que des gens se disent « elle a été utile, elle nous a aidés, elle a fait des choses positives ». Il n'y a rien
de plus transcendant, de plus gratifiant qu'aider quelqu'un en difficulté. Nous, les femmes, on a ce syndrome de la sauveuse qui peut jouer contre nous d'ailleurs. Parce que un jour, ma sœur m'a dit « Mais arrête de te prendre pour ma mère ». Mais en fait, c'est pas que je me prends pour sa mère, c'est que j'aime prendre soin de ma famille, j'aime aider autant que je peux. Et mon ambition est venue de ma volonté d'améliorer la vie des miens. J'ai rapidement compris que la meilleure manière de lutter contre notre condition sociale, c'était de réussir professionnellement, c'était de bien gagner ma vie. J'ai commencé par vouloir être avocate pour défendre la veuve et l'orphelin. Et puis, par hasard, j'ai découvert le monde des affaires. Donc, j'ai fait du droit des affaires. Et c'est ce qui m'a amené à créer ma première entreprise alors que je n'avais que 20 ans, dans un milieu extrêmement masculin qu'est le bâtiment. Tout le monde se moquait de moi et on me disait « Mais qu'est-ce que tu vas foutre sur un chantier? T'y connais rien ». Mais les gens ne savent pas combien j'aime apprendre. Si vous voulez devenir expert ou experte sur un sujet, il suffit que vous passiez 16 minutes tous les jours pendant 5 ans à travailler ce sujet et vous devenez meilleur que 95% des gens. Moi, je suis quelqu'un de très curieux. J'aime lire, j'aime découvrir, j'aime écouter. Quand je suis arrivée chez Orange, je ne connaissais rien du monde des télécoms. J'ai tout appris. Il n'y avait pas encore Internet, donc on n'avait pas accès à tous ces experts technologiques. Eh ben, je me souviens que je passais des heures dans les couloirs de la Fnac. Je dévorais tous les livres. Et puis, je passais des heures dans les bibliothèques à chaque fois que je le pouvais. Je crois vraiment que c'est cette curiosité qui m'a permis de réussir. Parce que c'est aussi cette curiosité qui m'a amenée à reprendre mes études à l'âge de 30 ans, alors que j'avais déjà ma famille. Je voulais évoluer et mon patron me dit « Mais tu sais, estime-toi heureuse d'être déjà là où tu es parce que tu n'as pas les bons diplômes. » Et je lui dis, mais c'est quoi les bons diplômes? Moi, j'avais fait une fac de droit, et puis j'étais devenue entrepreneuse, mais c'était pas suffisante pour travailler dans un grand groupe international. Et il me dit, t'as pas fait une grande école de commerce? Je lui dis, qu'à cela ne tienne, je vais faire une grande école de commerce. Et vous avez mené une brillante carrière à l'international. Vous dites d'ailleurs que vous n'êtes pas sûr que vous auriez progressé aussi rapidement sans effectuer une carrière à l'étranger. Est-ce que ça signifie qu'en France, les routes du succès sont moins accessibles? La manière de réussir en France est différente de celle des États-Unis. J'ai travaillé pendant plus de 15 ans avec des groupes anglo-saxons. C'est très différent. Entre l'expérience que j'ai eue chez France Télécom et l'expérience que j'ai eue chez Dell, c'était pas du tout la même manière. Je rencontre beaucoup de personnes issues de la diversité, comme on nous appelle, qui ont décidé de quitter la France parce qu'elles avaient le sentiment que c'était beaucoup plus difficile pour elles de réussir dans notre pays que dans d'autres pays. Ce que j'ai aimé dans la manière de faire des grands groupes américains, c'est que avant de regarder mon genre ou ma couleur de peau, ils regardaient mes résultats. Et les résultats, je sais les délivrer. En 2020, alors que vous ne faisiez pas de politique, vous devenez ministre délégué à l'égalité homme-femme, à la diversité et à l'égalité des chances dans le gouvernement de Jean Castex. Ça fait quoi quand on vous apprend que l'on va être ministre, surtout quand on a un parcours comme le vôtre? Quand j'ai reçu ce coup de fil, après la surprise, j'ai éclaté de rire. Et je me souviens avoir dit au directeur de cabinet de Jean Castex, Nicolas Revel, je lui ai dit « Mais vous devez vous tromper de personne ». Depuis que je suis à la fac, je suis engagée dans la vie associative sur les questions de la diversité, des jeunes, leur apprendre à faire un CV, leur apprendre à s'exprimer, leur apprendre à s'habiller pour aller à un entretien de recrutement, défendre la cause des femmes. J'ai toujours été engagée dans les causes que j'ai portées au gouvernement. Les femmes dans le numérique, on en manque cruellement. Donc j'ai toujours été engagée sur ceux qui ont besoin d'impulsion pour réussir. Mais je n'avais jamais approché la politique, ni de près, ni de loin. Je n'ai jamais demandé à faire de la politique. Rétrospectivement, quels ont été vos plus grands combats en tant que ministre? Les projets qui vous ont le plus touché ou vos plus grandes victoires? Je pense que le plus grand combat, déjà, c'est d'arriver dans un monde politique qui est une planète à part.
dont vous devez connaître les règles, dont vous devez connaître le fonctionnement. Moi, je n'avais fait ni l'ENA, ni Sciences Po, j'avais jamais fait de politique et je suis propulsée ministre. Vous imaginez, vous passez de vice-présidente d'un groupe international pour tout un continent, 54 pays. Ça, c'est mon job le vendredi. Et le lundi, on m'annonce au gouvernement. Ça change votre vie. Et vous arrivez, et vos collègues de travail sont Roselyne Bachelot, Éric Dupond-Moretti, Elisabeth Borne. Moi, je me suis pincée plusieurs fois pour me dire, non mais tu vas te réveiller à un moment donné. Et en fait, on est très très vite embarqué parce que vous n'avez pas le temps de réfléchir. Vous êtes immédiatement assailli par les journalistes. Et vous savez ce que c'est, Clémence, n'est-ce pas, cette volonté. Au moment où je suis rentrée au gouvernement, j'étais l'inconnue du gouvernement. Donc, tout le monde voulait me parler. Je ne savais alors même pas ce que j'allais dire. Et ça, c'est assez vertigineux. Et puis après, je prends conscience que j'ai dans mon ministère toutes les causes qui m'ont animée toute ma vie. J'ai à peu près 10 tonnes de projets, d'ambitions à réaliser. Et puis je me rends compte que l'intérêt général que vous pouvez vous juger être le plus sacré n'est pas forcément celui auquel tout le monde pense. Moi, je pensais que la politique, c'était un sacerdoce, que vous étiez là pour servir votre pays, mais certains en font leur métier. Il y a une forme de décalage entre l'idéal que vous avez et la réalité du terrain. Il n'en est pas moins que j'ai mené des combats dont je suis extrêmement fière. La procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, ça faisait 10 ans que les femmes en couple hétérosexuels pouvaient avoir accès à la PMA. Mais si vous étiez célibataire ou que vous étiez une femme lesbienne, vous n'y avez pas droit. Pourquoi cette injustice ? Quand on a travaillé sur les questions de thérapie de conversion, ça a été aussi un combat que je ne pensais pas avoir à mener et j'étais tellement heureuse que nous y soyons parvenus. Sur les questions de précarité menstruelle, vous savez, il y a 300 000 jeunes filles dans notre pays qui manquent l'école chaque année parce qu'elles n'ont pas les moyens financiers de se sentir protégées et donc elles n'osent pas aller à l'école parce qu'elles ont peur d'eux. J'ai découvert que l'endométriose touche une femme sur 10 et pour autant, ça n'avait pas été un sujet de recherche pendant longtemps. Et puis, mon dada, l'émancipation économique. Moi, je pense que beaucoup de personnes subissent des discriminations et des injustices parce qu'elles ne sont pas indépendantes financièrement. Et donc, on avait réussi à passer de 9 à 45% de femmes dans les conseils d'administration grâce à la loi de Marie-Josée Zimmermann. Et ça a fonctionné, parce que la France est le premier pays au monde à avoir ce résultat. Mais ça n'avait pas ruisselé dans les espaces où les décisions stratégiques se prennent, à savoir les comités exécutifs et les comités de direction. Et donc, je me suis battue aussi avec Marie-Pierre Rixain pour faire en sorte que dans 8 ans, il y ait la parité dans les COMEX et les CODIR. Pas pour faire plaisir aux femmes, pour rendre service à notre pays. Parce que nos femmes sont éduquées, elles sont capables, elles sont compétentes, elles sont ambitieuses, mais elles portent des boulets aux pieds qui font que elles n'arrivent pas à atteindre les postes de direction. Est-ce que c'est normal qu'en 2024, on n'ait encore que 3 femmes qui dirigent les grands groupes du CAC 40 ? Est-ce que c'est normal qu'au niveau des études supérieures, des jeunes filles entendent « Non, électromécanicienne, c'est pas un métier pour les filles ». Est-ce que c'est normal que dans notre pays aujourd'hui, les femmes gagnent encore 20% de moins que les hommes ? Vous vous rendez compte que certaines jeunes femmes sacrifient leur vie de femme, leur vie de mère, pour leur carrière. Ça n'est pas juste. On vit dans un monde où il y a ceux qui ont le droit de réussir facilement et ceux qui vont galérer comme des brutes pour réussir. Je sais que l'adversité donne de la force et du courage. L'adversité vous amène à vous dépasser. L'adversité vous amène à être meilleur que les autres. Mais si cette réussite pouvait être un peu plus facile, je pense que tout le monde y gagnerait et notre nation tout entière y gagnerait. La vie est pleine de surprises. Concernant la politique, vous êtes encore dedans. Comment vous voyez continuer ce parcours que vous avez commencé ? Lorsque je suis entrée en politique, j'ai découvert que tout était politique. Parce que la politique, c'est s'adresser aux femmes et aux hommes qui vous entourent, c'est transmettre quelque chose. Pour moi, la politique, c'est rendre possible ce qui est souhaitable. J'imagine, chère Clémence, qu'au travers de ces podcasts, ce que vous voulez, c'est inspirer, c'est montrer aux femmes que tout est possible, qu'elles aussi, elles peuvent rêver grand et qu'il n'y a de barrière que celles qu'elles se mettent dans leur tête.
Vous publiez en 2022, avec Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'Industrie, un livre intitulé « Femmes, ministres et féministes, notre combat pour l'égalité réelle ». Pourquoi ce livre ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, sur le papier, les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Mais la réalité est tout autre. Quand vous voyez que tous les 3 jours dans notre pays, une femme meurt sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint, quand vous voyez que certaines jeunes filles ne peuvent pas s'habiller comme elles le souhaitent, quand vous voyez que certaines jeunes filles ne peuvent pas faire les études qu'elles souhaitent, quand vous voyez que les femmes sont invisibilisées dans le numérique, dans tous ces métiers, on enferme encore les femmes dans les métiers du care, du service, de l'attention à l'autre, et ce sont des métiers absolument essentiels et fondamentaux, mais ce sont aussi les métiers qui payent le moins. Dans le monde, les femmes constituent 60% de la population la plus pauvre. 80% des déplacés climatiques sont des femmes. Il y a des endroits dans le monde aujourd'hui où, parce que vous naissez fille, vous n'aurez jamais accès à l'éducation. Il y a des pays comme les États-Unis qui décident au XXIe siècle de revenir sur le droit des femmes à disposer de leur corps. Alors oui, sur le papier, nous avons les mêmes droits, mais dans la réalité, les biais, les préjugés, les stéréotypes pèsent encore tellement sur nos épaules qu'on ne peut pas s'élever et on ne peut pas réussir de la même manière que les autres. Donc, femmes, ministres et féministes, c'est pour dire que on peut avoir réussi et se rendre compte qu'il y a encore des inégalités qui sont inacceptables et insupportables. Et on a dit qu'on était féministe aussi avec Agnès parce que, vous savez, c'est comme si le féminisme était devenu un mot tabou, un gros mot. Le nombre de femmes que j'ai rencontrées qui me disaient « Madame la ministre, je respecte beaucoup le travail que vous faites, vraiment, mais alors, je ne suis pas féministe. » Et je disais « Mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous, être féministe ?» C'est un mouvement politique. Donc, comme tous les mouvements politiques, vous avez des extrêmes de tous les côtés, à gauche et à droite. Mais si vous regardez le fondamental du féminisme, c'est vouloir que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. Quand Olympe de Gouges dit « si les femmes peuvent aller à l'échafaud, alors elles peuvent réussir comme ça », eh bien, c'est vrai. Si nous portons certains poids comme les hommes, il est normal que nous souhaitions avoir les mêmes chances de réussir. Et aujourd'hui, il n'y a aucun pays dans le monde qui peut se vanter d'accorder le même traitement ou les mêmes égalités des chances à leurs filles et à leurs femmes qu'à leurs garçons et à leurs hommes. Vous défendez un féminisme humaniste. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que certaines féministes vont un peu trop loin ? Je ne dirai jamais qu'une féministe va trop loin, parce que notre combat est encore trop loin de là où il devrait être. Je ne pense pas que le féminisme aille trop loin. Il va dans les droits des femmes. Elisabeth, vous dites que sortir du schéma familial vous a demandé des efforts colossaux. Est-ce de ce contexte familial que vous vient cette soif d'égalité homme-femme ? Moi, j'ai été élevée comme ma mère a été élevée et comme ma grand-mère a été élevée. Il faut que tu sois parfaitement éduquée pour qu'on puisse te marier le mieux possible, pour que tu puisses prendre soin de ta famille, de ton mari, de tes enfants, de ta belle famille. Mais en fait, tu es là pour servir. Ta réussite à toi, c'est ta réussite familiale. Et je suis heureuse d'être mère de famille. J'adore ma famille. Je suis très famille. Mais je ne voulais pas me contenter de ça. Et je veux juste que les jeunes femmes se disent qu'elles peuvent être mères de famille et astronautes, Claudie Aigneret, qu'elles peuvent être mères de famille et diriger un grand groupe du CAC 40, Christelle Heidemann ou Catherine McGregor, qu'elles peuvent être mères de famille et médecins, Claire Mounier, qu'elles peuvent être mères de famille et sportives de haut niveau. En fait, je veux juste qu'on laisse le choix aux femmes, soit de rester à la maison et de s'occuper de leurs enfants, de leur foyer. Si c'est ce qu'elles veulent, c'est très bien. Mais si elles veulent aller sur la Lune, comme Fatoumata Kébé, qu'on les laisse aller sur la Lune. Elisabeth Moreno, vous avez créé votre association, La Puissance du Lien, qui fait du mentorat auprès des femmes qui n'ont ni les codes, ni le réseau pour réussir professionnellement.
Pourquoi cette association ? J'ai créé cette association parce que, une fois que j'ai percé mon plafond de verre, j'ai commencé à aller dans les réseaux. Je ne le faisais pas avant. Les femmes ont beaucoup de mal à réseauter et vos auditrices qui nous écoutent, je les encourage à sortir de leur cadre et aller se confronter à des environnements différents, à aller rencontrer des personnes différentes, quel que soit le sujet qui les intéresse. Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces environnements-là qui font aussi grandir. Et je me suis dit que si on voulait véritablement élargir le cercle des femmes qui réussissent et favoriser cette émancipation, il faut aller toucher ces femmes qui n'ont ni les codes, ni les réseaux, ni le chemin à parcourir pour arriver à toucher leurs rêves du doigt. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire en fait. Je veux tisser des liens entre les personnes qui, parce qu'elles sont dans des mondes différents, ne se parlent plus, ne se rencontrent plus et n'échangent plus. Vous êtes aussi présidente de la Fondation Femmes Numériques, un autre de vos engagements. Vous voyez la technologie comme un facteur d'émancipation incontournable de la femme ? Cette 4e révolution industrielle, qu'est le numérique, a totalement transformé notre monde. Quel que soit le domaine que vous touchez aujourd'hui, il y a du numérique. Un métier sur 3 qui va être créé dans les 5 prochaines années aura une composante numérique. Donc une fois que les femmes auront trouvé leur juste place dans le monde professionnel, comment on fait selon vous pour trouver un équilibre entre sa carrière et sa vie personnelle ? C'est un challenge permanent. Je voudrais dire aux femmes qu'il n'y a pas de superwoman. Je rate plein de trucs. J'ai oublié des compétitions de danse. J'ai oublié de coudre le costume dont ma fille avait besoin le matin et elle partait à l'école en pleurant parce que je la traînais par le bras parce qu'il fallait que j'aille acheter un truc. Je ne connais personne qui réussit seul. La première chose, c'est d'être extrêmement bien accompagné, d'avoir un partenaire de vie qui sait qui vous êtes, qui ne vous met pas la tête sous l'eau quand vous avez besoin d'être porté, d'être accompagné, d'être aidé. C'est très, très, très important. Et puis, les collègues, les gens avec lesquels vous travaillez aussi. En fait, il faut s'entourer de bienveillance quand on a 1001 vies. Parce que vous êtes sans arrêt critiqué, vous êtes sans arrêt challengé. Et donc, c'est important que vous ayez autour de vous un socle solide. Même si Toni Morrison disait, si vous voulez vous élever, il faut savoir poser les poids que vous portez. Et moi, j'ai longtemps porté des poids qui ne m'appartenaient pas. Il faut savoir les déposer pour pouvoir vivre sa propre vie. Vous ne pouvez vivre 1000 vies que quand vous savez quelle vie vous avez envie d'avoir. Elisabeth, quelles femmes vous ont inspirée ? Il y en a tellement. Ma mère, mes sœurs, Simone Veil, Olympe de Gouges. Je parlais de Toni Morrison tout à l'heure, Michelle Obama, toutes ces femmes qui, contre vents et marées, ont vécu la vie qu'elles souhaitaient. Quelle est votre définition de la femme inspirante ? La femme inspirante, c'est celle qui s'assume, c'est celle qui s'engage, c'est celle qui se bat pour elle et pour les autres. Vous aimez plus que tout sortir de votre zone de confort. Pourquoi ? Parce que la seule manière de grandir, de se développer, c'est de sortir de sa zone de confort. Est-ce qu'on peut dire qu'Elisabeth Moreno est une femme de challenge ? Oui, je suis une femme de challenge parce que je suis une femme qui aime la vie et parce que je trouve que la vie nous offre tellement d'opportunités que c'est dommage de les laisser passer quand vous avez la possibilité de les saisir. Je ne sais pas où la vie me mènera. Tout ce que je fais, c'est l'accueillir quand elle arrive. Quelle est la chose dont vous êtes la plus fière dans votre vie ? C'est d'avoir réussi à déposer certains de mes bagages. A contrario, qu'est-ce qui est le plus douloureux dans votre carrière ? Quand on s'attaque à ma famille pour me toucher, moi. Est-ce qu'il y a un moment dans votre parcours où vous avez douté, où vous avez eu envie de renoncer, où la marche était trop haute ? J'ai toujours douté, mais ça ne m'a jamais empêché de passer le pas. Quel est votre prochain Everest ? Je veux faire en sorte que toutes les personnes qui entreprennent pour rendre ce monde meilleur puissent trouver les fonds dont elles ont besoin pour le faire. Elisabeth, vous avez un mantra qui vous guide dans votre vie ? La vie vous apportera suffisamment de challenge pour que vous ne vous en mettiez pas vous-même. Maintenant, on va revenir un instant sur un de mes sujets de prédilection, qui est l'automobile. Est-ce qu'on peut dire que vous passez beaucoup de temps en voiture ? Oui, je passe beaucoup de temps en voiture. La voiture, pour moi, c'est la liberté. C'est la liberté de travailler, c'est la liberté de se déplacer. Et plus elles sont écologiques, mieux c'est. Vous avez un objet qui ne vous quitte jamais en voiture ?
Mon téléphone, mais ça n'est pas moi qui conduis, parce que mon handicap visuel fait que je ne conduis pas, ou en tout cas je ne conduis plus, mais mon téléphone, parce que c'est mon bureau ambulant, et c'est génial de pouvoir travailler de partout et de pouvoir communiquer avec les gens que vous aimez de partout, ma mère, mes enfants, mon mari, voilà. Donc pour moi, c'est un outil extrêmement utile et important. Vous pouvez nous raconter votre meilleur souvenir automobile ? Oui, un jour, j'étais avec un chauffeur et je voyais qu'il me regardait dans le rétroviseur et je me disais, bon, il est possible qu'il m'ait reconnu parce que quand vous avez été ministre, on vous voit un peu partout et en fait, je lui dis, mais vous voulez me demander quelque chose? Et il me dit, oui, madame, quand j'étais petit, un jour, vous m'avez offert un stage. Alors en voiture, finalement, vous êtes plutôt zen, énervé, vous chantez, vous écoutez de la musique, des podcasts. Dans la voiture, en général, j'écoute les podcasts et j'écoute de la musique. Et pour finir, comme le veut la tradition de Parole de Femme, on part en road trip. Elisabeth, où est-ce que vous nous emmenez ? Dans le Périgord noir. Parce que j'adore la nature, parce que j'adore manger, parce que Joséphine Baker avait son château là-bas, parce que j'ai une très bonne amie qui est la fille de son cuisinier, parce que je trouve que il y a de la vie, il y a du beau, il y a du puissant, et on se sent tout petit quand on est dans le Périgord noir. Elisabeth, au revoir et un grand merci pour ce moment solidaire. Merci à vous. C'était Parole de Femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. À chaque épisode, une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles se confient en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de Femme,